désir de dialoguer avec le poète Philippe Tancelin, et j'aimerais bien que lui se présente lui-même. C'est toujours difficile de se présenter parce que ou bien on en dit trop ou bien on n'en dit pas assez. Donc trouver le juste milieu entre la présentation et la représentation, c'est délicat. Enfin, je vais essayer d'être bref. Oui, vous avez dit poète. Disons que je préciserai que je me considère comme un artisan des mots. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et qui a enseigné pendant toute sa carrière universitaire la philosophie et la philosophie esthétique, c'est-à-dire qui s'est spécialisé dans l'étude et dans l'étude critique, la lecture de l'œuvre d'art et des créations. Voilà, à part ces une fonction et puis un artisanat. Voilà, je dirige depuis 20 ans maintenant une collection de poésie aux éditions L'Harmattan, qui est la poésie des 5 continents, donc qui est vraiment ouverte sur le monde. Et francophone ou pas? Francophone, pas seulement francophone, donc de tous les pays étrangers, et l'ensemble des publications que nous faisons lorsque c'est avec des poètes non francophones, c'est toujours en bilingue, quelquefois même en trilingue. Voilà. Donc ça nous colle très bien, parce que Transignum, oui. La maison d'édition que j'ai créée très belle maison d'édition, à laquelle j'ai été heureux de participer d'ailleurs. Ouais, vous étiez toujours bienvenue. La dernière livre qu'on a fait, c'était sur Bogdan, autour de Bogdan. Oui. Bogdan, qui est d'origine, qui est roumain, lui, qui habite à Roumain. Et l'autre, c'était avec les photos de... Ah oui, les photos d'Ernest Puerta. Ouais. Voilà, effacement. C'était le thème effacement. Ouais. Voilà. Et effacement ou ne ment pas. Voilà, ça c'est vrai, parce que là, on va parler beaucoup de faux et de vrai. Et donc, c'était en traduction chinoise aussi, un très beau livre. Je suis très heureuse de participer à cette édition en tant qu'éditrice. Bon, on va commencer avec le commencement. Donc, le concept que j'ai pas volé, je l'ai pris, je l'ai approprié, si je peux dire, le concept de inceptia, latin aussi, donc qui va dire le commencement. Donc le commencement, c'est par là. On commence comme ça. Oui. Et on pénètre. Oui. C'est tout ce concept-là que j'ai trouvé que c'était très proche de ce que j'ai pensé et ce que j'ai réalisé. Donc, encore une fois, j'ai un atelier immatériel, mais j'ai aussi un atelier où j'ai créé, où j'ai fait comme artisan, parce que je l'ai fait à la main, des objets, des livres, toutes sortes d'installations sur cette idée de vrai et de faux. Voilà, c'est ça, parce que dans l'ensemble des créations que vous avez faites et que j'ai eu le plaisir de voir, ça m'a toujours frappé, ça, le fait que c'était vraiment une présentation, en fait création d'une présence, mais qui ne prétendait pas représenter. Oui. Voilà. Donc maintenant je suis en représentation, si je peux dire, vous aussi. Voilà, parce qu'on fait cette vidéo document. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette idée que présentation, c'est un présent, représentation, c'est une sorte sociologique, c'est pour la société, pour les autres, à mon avis. Oui. Si on le prend au sens propre du terme, c'est une remise en présence avec quelque chose qui a été oublié ou qui a une représentation théâtrale, en particulier dans les tragédies. C'est une remise en présence du public avec des questions fondamentales que l'humanité a pu se poser au cours de son histoire et que les dramaturges ont écrites. Voilà. Donc c'est une remise en présence avec, mais ce qui ne veut pas dire que ce qui était présent
être pour autant présent. Oui. Mais il y a maintenant un mot assez étrange, on dit en présentiel. Oui, alors ça, moi, j'aime pas du tout ce terme. Moi, c'est-à-dire on est vraiment là. Parce qu'on peut être là sans Oui, être là. oui, Donc c'est une sorte de déportation d'image. oui, Et oui, c'est l'époque c'est vrai. où on peut tout faire pour mentir, Oui. pour s'éloigner du vrai. Oui, oui. Mais si on prend les images maintenant qui sont produites par l'intelligence artificielle, vous n'avez jamais été présent où que ce soit, et pourtant, on vous rend illusoirement présent à travers une image, en fait, qui n'est pas la vôtre, qui ne vous est jamais appartenu, qui vous a jamais appartenu, puisqu'elle est créée de toutes pièces. On est dans la pure illusion au sens vraiment de une réalité est en train de se jouer de ma perception de la réalité. Et en plus, Ça, c'est très et en difficile. plus, si on parle aussi de la réalité augmentée, là, c'est le comble. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec des artistes qui savent tenir, tenir, c'est une façon à dire, parce que tu ne peux pas tenir. La réalité, elle est assez grande. Si on va l'augmenter encore, ça nous va échapper. Et cette réalité, elle échappe à elle-même. C'est ça le danger. Oui. Donc on est bien là dans l'illusion, c'est-à-dire dans quelque chose qui se joue de nous, et sans que nous puissions nous jouer d'elle. On est À la otage. différence de cela. Voilà. Parce que là, ça, ouais. là, on est introduit en fait dans une illusion, mais c'est-à-dire dans la conscience. Nous pouvons avoir conscience que ce qui nous apparaît est en train, nous propose de se jouer de notre perception et de nos représentations. Mais on le sait. Ça nous met là, je veux dire, en confrontation avec notre savoir, notre conscience. Et dans l'illusion dont on parlait jusqu'à présent, c'est ça le problème qui est grave. C'est que ça nous échappe, effectivement. On se joue de nous et on ne le peut pas, on n'en prend pas nécessairement conscience et on ne le contrôle pas. C'est ça, plutôt qu'on ne contrôle pas, malgré qu'on croit que c'est nous qu'on l'a créé. Bien sûr. Donc c'est ça la grande illusion. Absolument. Et la grande désillusion. Absolument. On n'est pas capable de tenir en main ce monstre qu'on a créé. Donc c'est le faux qui prend... Oui, le faux qui se substitue à la réalité, et donc qui nous fait perdre la notion même non pas de la vérité, mais d'une quête de vérité. Mais est-ce qu'on a encore dans la quête de la vérité? Moi, je crois que nous sommes, en tout cas, je crois que le propre de la création artistique, c'est ça. C'est la quête de vérité. Et pour un partage un partage de cette quête. Voilà. Mais on va réussir ou pas? On a réussi jusqu'à présent. Non, je pense que de toute façon, ce qu'il y a, me semble-t-il, et qui ne peut pas nous échapper, mais auquel la réalité augmentée ou l'intelligence artificielle échappe, auquel l'intelligence artificielle échappe, c'est l'intuition. Ouais. L'intuitus, l'intuition. Et ça, je ne pense pas, même suis convaincu que l'intelligence artificielle ne peut pas intégrer des données, parce que justement l'intuition ne peut pas s'inscrire comme donnée. C'est vrai. Mais elle peut instaurer le doute. Alors voilà, c'est ça la grande question que vous abordez très justement. C'est cette question que comment ces illusions dont on pourrait croire qu'elles se jouent de nous et que nous savons, elles parviennent pas en tant qu'illusion, elles parviennent à changer nos comportements. Au point que nous nous dépossédons
de notre propre sensibilité et que c'est une sensibilité en fait fabriquée qui nous est peu à peu imposée. Et ça, c'est ça, je trouve, le plus grave, quoi. Le plus grave, à mon avis, en tant qu'artiste, je Oui, parle oui. maintenant, c'est qu'on n'a pas les frontières entre le vrai et le faux. On l'a pas. Moi, je ne sais pas si qu'est-ce que je vois, c'est vrai, ou qu'est-ce que je vois, c'est faux. Et pour un artiste, ça, c'est vraiment la déchéance. C'est-à-dire, oui, c'est la déchéance dans la mesure où l'absence de possibilité de distinguer le vrai du faux me fait perdre en tant qu'artiste je veux dire, la disponibilité de, ben oui, de créer un jeu entre moi et l'autre. Où moi je sais que l'autre se joue de moi et l'autre sait que je me joue de lui. Voilà. Là, il n'y a pas, il y a cette perte-là. Et ça, effectivement, oui, c'est tragique. C'est même Tout à tragique. fait. C'est tout à fait. C'est pas la tragédie grecque, Non, mais c'est pas très loin. C'est pas absolument, très loin. absolument. Donc on est dans une extériorité et on n'est pas sûr qu'on est là ou qu'on est dedans. À mon avis, je ne sais pas. Et oui, et oui. Alors ça, c'est une vraie interrogation à tout ce qui a été là en art, la tendance à la création immersive. Ouais. Dans les immersions, dans les installations immersives, on est en mesure de savoir ce qui a précédé l'immersion. Mais avec ce qui est proposé actuellement au niveau d'illusion ou de réalité augmentée, et où commence, et on retrouve votre concept d'Inception, où commence la possibilité de discerner ce qui le moment où on a été immergé et le moment où on est immergé. On a cette perte de frontières et de discernement. Mais ça existait, et ça je peux vous dire parce que j'ai beaucoup travaillé sur Oui. Les anamorphoses, Oui. Le miroir. Donc déjà le miroir et tous les choses qui se passent autour du miroir convexe ou concave sont une sorte de prémonition Oui. de réalité augmentée. Oui, c'est l'intuition. C'est l'intuition que les anciens on a eue, qu'avec le miroir, on peut créer l'illusion. Et moi, j'avais fait, je vous avais montré, et j'avais fait aussi en vrai des installations, par exemple, une installation avec un grand miroir concave, Oui. où par terre, on a mis des bribes de mots souffrance qu'on ne peut pas le voir, qu'on ne peut voir que dans le miroir. que dans le miroir. Oui. Donc le miroir capte une illusion. Et illusion, Oui. voilà, là on peut parler politiquement incorrect, Tout à fait. c'est illusion de souffrance. Tout à fait. C'est un jeu de mots. Tout Voilà. à fait. Tout à fait. On dit sous, vous avez lu par exemple cette installation que je vous avais montré en dessin. Là, c'est, si vous voulez, c'est une illusion politique. Parce que la souffrance, ça veut dire que c'est sous la France. Et c'est sous la France, il y a le jeu de mots là. Voilà. Et l'ambivalence Oui. l'ambivalence des termes. Ouais. Sous France. Ouais. Vous avez aussi dit souffrance. Souffrance, la souffrance, comme quelque chose qui est rance, comme le beurre est rance. Et là, c'est presque le souffle, c'est souffrance. C'est le souffle qui est devenu rance, qui devient rance. Donc c'est la perte de notre propre souffle. Parce qu'on contrôle son souffle, on le maîtrise, on joue avec, on se familiarise avec, on se dresse avec, et il se dresse avec nous. Tandis que là, donc moi, je ne suis pas née en France. c'est une dépossession, je suis complètement d'accord. Donc, je ne suis pas née en France, je suis de nationalité française.
et j'ai un regard sur tout ce qui se passe maintenant en France, d'un côté proche, parce que je suis de nationalité française et je vis en France depuis 35 ans, mais aussi je suis détachée parce que Oui. je viens d'autre part. Bien sûr. Donc, Donc c'est bien, c'est très bien cette position. Elle permet le discernement, je trouve. Voilà, c'est ça. Et elle permet une plus grande lucidité. Voilà. Je suis tout à La fait d'accord. lucidité que je peux avoir sous France, Oui. c'est que moi, j'étais au dehors de la France beaucoup de temps. Et après, je suis entrée dedans. Et maintenant, ça m'étonne comment les choses avancent. Si on peut le dire avancent, peut-être régressent. Oui. Vous percevez la souffrance. Ouais. La souffrance en France. Ouais. Ouais, bien sûr. Ah oui, ça c'est. Elle est immense, mais elle est bien, en même temps, elle est cachée, elle est bien dissimulée. Voilà, c'est ça. Donc, Elle est pleine d'illusions proposées. ils nous font un miroir pour le voir. Oui. Donc, un truc extérieur. Tout à fait. On peut pas, comme la liberté par exemple. La liberté, à mon avis, c'est un concept qui est bien utilisé pour toutes les choses bien ou mauvaises. Et la liberté, on ne peut pas le sentir que quand on n'est pas libre. Absolument. On ne peut pas être Tout à fait. libre que si on est privé de la liberté. Donc c'est ça que je vois les choses. Donc on Ah oui, arrive, c'est sur un- Sartre qui disait on n'a jamais été plus libre que sous l'occupation allemande. Et il a eu raison. Et moi, Parce que là, il y avait conscience des limites qui sont imposées à mon propre mouvement, à ma propre circulation, à ma liberté. Donc c'est la limite qui permet de prendre conscience de ce qui est atteint. Donc comme moi j'ai vécu 20 ans sur le régime Ceausescu, je peux vous dire que j'ai bien senti qu'on peut être libre dans Dans la grande contrainte. Voilà. Oui, bien sûr. Mais là, c'est une liberté intérieure que tu le prends pour toi. Et ce n'est pas une liberté en commun. On n'était pas libre en communauté, si on peut dire. Mais on était libre en soi. Et moi, j'étais assez libre en soi-même, si je peux dire. Donc c'est l'expression de la liberté intérieure qui ne se peut pas se faire. Voilà. Mais la liberté intérieure demeure. Alors oui, mais la question c'est, et c'est philosophique, mais et artistique aussi, esthétique, Ouais, c'est est-ce qu'il y a un moment où les limites de la liberté, donc de l'extériorisation de la liberté, les limites sont telles que l'intériorité est atteinte. oui, ça peut exister. Et moi, je pense qu'avec ce qu'on a déjà évoqué, que ce soit la réalité augmentée, que ce soit l'intelligence artificielle, c'est ça qui se passe et qui est grave. C'est qu'on brise l'intériorité libre. Par le doute. Par le doute et par l'illusion extérieure. Donc, je doute, donc j'existe. Oublie ça. C'est très intéressant, je trouve, ce que vous dites par rapport à votre vécu antérieur dans un pays étranger, qui était votre patrie, en fait. Hein, et votre lieu de naissance et votre patrie. Et comment le passage à travers, depuis l'expérience, sous le régime Ceausescu, ou quelques régimes du même type, hein, en fait, une fois qu'on est sorti de cela et qu'on rentre dans un autre territoire, dont on pouvait avoir de l'extérieur la représentation que c'était vraiment un territoire de liberté. Terre d'asile, terre des droits de l'homme, etc., etc. On rentre, mais c'est depuis cette expérience antérieure et extérieure hein, que la conscience de ce qui peut se passer dans l'autre pays dans lequel on va émigrer est la plus grande. Ouais. Et moi, j'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé que... Mais on le voit d'ailleurs, si vous voulez, à travers les luttes. Là, on est en train de
faire pénétrer Manoukian et sa femme au Panthéon. Très C'était bien. des étrangers, c'est très bien. C'était des étrangers. Je veux dire, la conscience qu'ils ont eue pendant la guerre et sous l'occupation de la nécessité de résister parce que l'oppression était insoutenable, moi je pense que c'est à la fois la dimension d'étranger qui leur appartenance à un autre pays antérieurement, qui leur a permis aussi d'acquérir cette lucidité. Et puis en plus, c'est vrai, une conscience politique, évidemment, plus grande. Ici, je prends aussi, je prends par exemple les années 70, moi où j'ai beaucoup été sensibilisé et participé aux luttes des immigrés en France, pour leur statut, qu'ils aient un statut qui soit, disons, un peu équitable avec le statut des travailleurs français. Eh bien, je me souviens très bien que la conscience, la lucidité de ces étrangers, y compris clandestins, arrivés en France, la lucidité de la situation vis-à-vis de la situation des libertés en France était plus conséquente que celle-là même des travailleurs français. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Moi, je peux vous dire un truc qui peut vous choquer. Non, non. Bon, je me suis demandé, c'est quoi ma patrie? Mhm. Et moi, je suis convaincue que ma patrie, c'est la langue française. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Que je le côtoie un petit peu, que je le tiens pas beaucoup dans mes pensées, mais je commence à penser en français. En français. Et c'est de là que ça vient, cette idée patriotique, que ma patrie, c'est la langue française. C'est pas la France. Oui, je C'est comprends la très bien. langue Je française. comprends très bien. C'est très juste d'ailleurs. C'est très juste. Ouais. Bon, merci. Merci à vous, Vanda, Philippe. de ce moment très agréable Merci de beaucoup. confrontation avec une grande artiste Merci. et une grande éditrice aussi. Merci. Vraiment, Merci. sincèrement.